par rapport aux managers plutôt occidentaux qui sont en mission ou qui s'engagent dans des missions, surtout en Afrique. Quels sont les pièges à éviter selon ton vécu et selon ce que tu as remarqué par rapport à des histoires et par rapport à des parcours de managers occidentaux qui tombent dans des clichés, qui tombent dans des excès et qui réussissent pas en Afrique ou au sein des entreprises africaines. Alors, qu'est-ce qu'il faut vraiment qu'ils évitent? Bon, je pense l'erreur de sous-estimer les compétences locales et de prendre les ressources locales d'en haut. D'en haut, c'est quelque chose qui est négatif et qui caractérise un certain nombre de managers occidentaux qui sous-estiment les capacités des équipes locales. Et donc, je pense que c'est l'erreur à éviter. Aujourd'hui, plusieurs groupes internationaux trouvent des compétences africaines pour remplacer des ressources occidentales. Et tout simplement parce qu'il y a, il y a un autre climat de travail qui se crée quand il y a un manager africain qui dirige une entreprise africaine. Je pense qu'il y a quelque chose qui se crée qui est différente d'un manager occidental qui dirige une entreprise africaine. Je ne généralise pas. J'ai plusieurs collègues de travail que j'ai vus et qui dirigent avec brio des équipes, même s'ils sont eux occidentaux. Mais l'erreur, comme tu as dit, c'est quoi? L'erreur à éviter, c'est de prendre les ressources locales d'en haut, de sous-estimer leur capacité professionnelle, mais aussi leur capacité humaine, et de les traiter de manière respectable et égale. C'est très important. Ça s'applique probablement aux managers et aux dirigeants provenant de pays occidentaux, comme ça s'applique aussi à des managers provenant d'autres pays africains et qui débarquent ou qui gèrent des entreprises dans d'autres pays. En fait, le bagage et aussi l'ego qu'on développe avec notre expérience fait que on se précipite parfois dans la facilité de la proposition qui est perçue malheureusement par les collaborateurs en tant qu'injonction et en tant que censure vis-à-vis de leur capacité de proposition. Et donc, à vrai dire, l'effet peut être au niveau des managers occidentaux, ça peut être aussi chez certains managers africains qui sont en expatriation. Mais c'est vrai que je dirais que peu importe l'origine du manager, quand il est en expatriation, prendre les compétences locales d'un œil plutôt réducteur de la valeur ajoutée qu'elles apportent au contexte, parce que il n'y a pas uniquement l'expertise et la compétence qui comptent, il y a aussi la connaissance du contexte qui compte parfois beaucoup plus et qui impacte l'entreprise d'une façon beaucoup plus importante. Et donc, tout l'art du dirigeant est de savoir créer la synergie entre ce qu'il sait faire, ce qu'il a vu ailleurs et ce qu'il a possibilité d'implémenter et de créer, en fait, d'implémenter une adhésion locale par rapport à ces pratiques qui sont venues d'ailleurs et qui ont eu une réussite ailleurs. Tu as complètement raison, et c'est aujourd'hui que ce soit un manager occidental ou un manager africain qui dirige dans un environnement multiculturel, leur objectif est le même. Donc leur groupe les envoie pour développer, pour mettre en place une stratégie et mener le développement de l'entreprise ou exécuter une stratégie de l'entreprise. Et donc l'objectif des deux, il est le même. C'est la manière avec laquelle, et on est en train de discuter pour chercher quelles sont
les qualités qui permettent de faciliter et quelles sont les qualités qui permettent aussi à ce manager occidental de ne pas tomber dans l'erreur. Parce qu'in fine, quel que soit le manager qui arrive, comme il est envoyé par le groupe, il est craint. Il est sous observation. Donc s'il a les qualités de communication, d'approche, d'empathie qui lui permettent de se nourrir, il va créer un climat rapidement positif et une compréhension du système et comprendre les failles. Si il est complètement fermé à prendre les gens d'en haut, la moindre erreur de ce manager sera amplifiée par la base. Sera amplifié par la base et pourrait être un obstacle pour le développement de l'entreprise. Donc, l'un ou l'autre, ils ont la responsabilité d'aller développer, d'aller exécuter une stratégie. Et donc, pour y arriver, je pense que la communication, l'empathie, bien sûr, tout ça mixé et drivé par un certain ensemble d'objectifs stratégiques de l'entreprise. Exactement. Il y a ici un phénomène. Et le fait que au sein de multinationales et surtout à l'arrivée de dirigeants ou à l'arrivée de top managers, on a l'impression que la mémoire de ces entreprises se perd dans le temps. C'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a un manager qui vient, chaque fois qu'il y a une direction générale qui vient, on est en train d'essayer de réinventer la roue sans écouter ce qui a été fait. Ça fait des années ou ça fait des dizaines d'années, parce que ce qui arrive, c'est que quand on écoute ce type de managers avec leurs plans tout à fait brillants, on voit qu'il y a des choses qu'ils n'ont vraiment pas évaluées dans les échecs passés. Et donc, ce type d'entreprise a tendance d'avoir la mémoire courte et parfois, clairement sans généraliser, on vient avec la posture d'injonction, la posture où il y a absence d'écoute et d'exploration de ce qui a été fait dans le temps. Peut-être le directeur d'avant, il a fait des plans, peut-être celui-même d'il y a 10 ans, il a fait des choses similaires qui n'ont pas réussi. Ça a coûté énormément d'argent à cette multinationale. Et puis, on a la mémoire très courte pour essayer de reproduire les mêmes erreurs et sachant que on aurait bien pu soit demander aux anciens ce qui s'est passé, soit passer du temps pour comprendre ce qui s'est passé vraiment avant. Je ne parle pas de l'année passée, mais des années passées. Je pense que la curiosité… C'est vraiment quelque chose qui détruit clairement la capacité de créer l'engagement autour de ce leader, mais aussi ça détruit la confiance qu'on a quand on travaille avec ce type de leader, parce qu'en fin de compte, il faut reprendre les argumentaires, il faudrait le convaincre de nouveau de ce qui s'est passé, alors qu'il n'est pas dans ce type de posture. En fait, j'ai parlé de curiosité positive. Donc, on arrive dans un environnement qu'on ne connaît pas. Si on n'est pas curieux, on ne va pas collecter un maximum d'informations. Tout à fait. Et donc, on revient toujours à c'est quoi, à mon avis, les éléments les plus importants. La curiosité positive est importante. On doit collecter le maximum d'informations. Et ce maximum d'informations n'est pas collecté. On ne doit pas donner le sens qu'on est en train de collecter pour négativer le travail de ceux qui étaient là ou pour dénigrer ce qui a été fait. Non, on est en train de faire ce travail de recherche pour pouvoir avoir le maximum d'input, le maximum d'informations qui vont sortir d'où, qui vont sortir des équipes terrain, qui sont la mémoire de l'entreprise. Un manager, quand il part, s'il garde tout. Vous savez, j'arrive au Tchad, je trouve, on me fait une passation d'une armoire avec énormément de documents confidentiels. Tout ça, je l'ai transféré à N-1. Et en partant, je n'avais plus rien à passer. Donc, la mémoire de l'entreprise, elle n'est pas chez l'expatrié, le patron dirigeant, non, elle est chez les équipes, la mémoire de l'entreprise. Et le manager qui arrive avec sa
son empathie, ses capacités de communication, sa curiosité positive, je le dis bien, positive, va lui permettre de regrouper, d'avoir les informations pour pouvoir prendre les bonnes décisions, pour ne pas retomber dans les mêmes erreurs, dans les mêmes échecs, dans les mêmes mauvaises décisions qui ont été prises et qui peuvent. Donc, je pense que c'est extrêmement important cette partie. Et aussi de faire de sorte à ce que, quand je dis j'ai transféré ces éléments N-1, c'est extrêmement important. C'est eux qui drive, c'est eux qui sont là-bas maintenant. Donc c'est extrêmement important. Tout à fait. Et d'ailleurs, ça rejoint quand on analyse des entreprises d'un point de vue transformation, si on se base sur un des modèles les plus classiques, qui essaie un peu de cadencer les étapes par lesquelles passent les transformations qui réussissent, qui est celui de John Kotter, qui date d'il y a une bonne vingtaine d'années. On va dire que la dernière étape de la transformation réussie, c'est le vrai ancrage dans la culture des pratiques et aussi, je crois, de la transition. Bon, c'est en fonction de quel type de transition on est en train d'effectuer. Mais pour synthétiser la clé de réussite de cette dernière étape, il faudrait que le leader se pose une question, qui est à savoir, est-ce que quand je ne suis pas là ou quand je ne serai plus là, est-ce que le changement reste? Est-ce que la transformation reste? C'est une question qui est très importante à se poser soi-même pour savoir si cette personne a réussi la transition, a réussi la mission, a réussi le changement. Et de se dire, ok, je pars demain, j'ai tout laissé bien ancré, il y a les process, il y a les postures, il y a les méthodes, il y a le bon environnement culturel et aussi l'environnement au sens capacité de régénération des équipes. Est-ce que j'ai tout laissé pour qu'on puisse aller loin sans moi? Alors si la réponse est oui, on a réussi. Et donc ça rejoint aussi ce que tu étais en train de dire. Bien sûr. Kamal Okba, merci beaucoup pour ces moments d'échange très enrichissants et au plaisir de te revoir très prochainement. Merci à toi. Merci à toi. Merci Kamal. Merci.